C'est l'heure du journal présenté ce soir par Marlène. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Avant de vous laisser la parole, un rapide rappel des titres. La fusion entre l'ACDIC et la NPE, ce qui donne le Pôle emploi, la nouvelle réglementation aussi des plaques d'immatriculation, la présentation des nouveaux joueurs des Crocos, le Nîmes Olympique bien sûr, le licenciement des salariés de la société L'Impact à Tarascon et un point, Marlène, sur la vague de froid qui traverse notre département. Demain, la neige est prévue. Oui, tout à fait Frédéric. Donc la vague de froid s'installe en France. Le Gard n'est pas épargné. La neige arrive par l'Est. Les services de Météo France prévoient à compter de cette nuit, donc du 6 au 7 janvier, une chute sensible des températures qui se situeront au-dessous de zéro, de jour comme de nuit, avec des pics qui pourront atteindre moins 10 degrés en température ressentie. Cet épisode de froid s'accompagnera d'une perturbation avec risque de neige à basse altitude. Entre 200 et 300 mètres, on prévoit donc de la neige sur notre département à compter donc de mercredi. En conséquence, le préfet du Gard a décidé d'activer à compter de ce jour le niveau maximal du plan départemental d'hébergement des personnes sans abri. La mobilisation de 50 places supplémentaires s'ajoutera aux 254 places existantes. Une intensification des patrouilles du SAMU social afin de repérer et d'aider les sans-abri a également été mise en place. Les gardois qui pourraient rencontrer une personne en détresse dans la rue sont invités à la signaler immédiatement auprès du SAMU social en composant le 115. C'est un appel bien sûr gratuit. Soyez donc vigilants. Et suite au déclenchement donc par la préfecture du niveau maximal du plan d'hébergement des personnes sans abri, la ville de Nîmes met à disposition cette nuit et la nuit prochaine le Parnasse afin d'accueillir les personnes sans abri. C'est la Croix-Rouge qui assurera l'accueil de cette structure. Sport maintenant, le Nîmes Olympique se renforce. Un défenseur, un milieu offensif et 2 attaquants, ce sont les recrues du Nîmes Olympique pendant le Mercato. Une présentation de Pierre-Paul Castelli. Le Mercato d'hiver est peut-être déjà bouclé pour le Nîmes Olympique. Alors que cette période de transfert est ouverte jusqu'au 31 janvier, ils sont depuis hier soir 23h45, 4 nouveaux joueurs à avoir signé leur contrat. Après Ludovic Liron, défenseur, et Moussa Sidibé, milieu offensif, c'est donc Jean-Jacques Mandreki et Jonathan Haïté, tous 2 jeunes attaquants, qui ont rencontré leurs coéquipiers ce mardi matin. Cette année, par rapport aux années précédentes, on ne m'a pas trop fait confiance, donc j'ai préféré, parce que je suis quand même assez jeune, donc j'ai préféré essayer de trouver du temps de jeu ailleurs. J'ai débuté ma carrière il y a peu et ça fait 1 an, j'ai signé mon premier contrat pro avec Brest. Donc la première saison s'est bien passée, j'avais mis 7 buts pour une première saison. Pourtant j'ai eu des pépins physiques, j'ai joué 27 matchs et puis voilà. Donc je sais que dans le milieu du football, en Ligue 2, il n'y a pas tout le monde, il y a pas beaucoup de monde qui me connaît, mais bon, il y a quand même certains gardiens qui me connaissent. Si les 4 joueurs sont venus chercher du temps de jeu, ils sont tous conscients de la difficulté du défi à relever pour sauver le club de la relégation en nationale. Il y a des gens qui m'ont dit non Moussa, ce choix-là est un peu bizarre. Nîmes, pourquoi Nîmes, etc., etc. Moi je leur ai dit tout simplement que je fais un choix et le choix que je fais, je l'assumerai. Et quoi qu'il arrive, on est footeux et quand on est footeux, on n'a pas peur de certains challenges. Donc ça c'est un challenge qui ne me fait pas peur. Je suis croyant et Allah va m'aider et puis il n'y a pas de souci pour ça. Pour moi, c'est pas une galère. Déjà moi à Reims, j'étais dans la même situation. Et puis de toute manière, j'ai voulu tourner la page avec le Stade de Reims. Je viens pas en vacances ici, comme on peut le dire. Ni en pré-retraite. Non, ni en pré-retraite. Je pense que j'ai 30 ans, je suis en pleine forme physique. Je pense que pendant mes 8 ans avant, j'ai démontré de bonnes choses sur le terrain. J'ai eu du moins bien ces derniers temps, mais c'est machine en arrière. Moi j'avance, je suis là pour aider le club à se maintenir, mais c'est pas tout seul que j'y arriverai, c'est avec mes coéquipiers. Une 5e recrue pourrait rejoindre le groupe pendant ce mercato, une hypothèse envisagée sérieusement par le staff du Nîmes Olympique. Le club doit étoffer son effectif compte tenu des blessures, mais aussi de la mise à l'écart du groupe de 3 joueurs arrivés à l'intersaison. Ludovic Janel, Aliou Cissé et Élie Croupi. Et 2 des nouveaux venus dans l'équipe, donc Ludovic Liron, défenseur, et Moussa Sidibé seront présents ce soir dans Croco Hebdo. Et dans le cadre de la 19e journée de Ligue 2, Nîmes Olympique se déplacera à Vannes. Le coup d'envoi aura lieu à 20h. Mais avant cela, Frédéric. Le match Nîmes-Bastia, première victoire des Crocos.
au stade des Costières. Voilà, ce C'est pas soir beau, ça, sur quand même Télémiroir. Eh ben voilà, ça roule. C'est parti pour la suite. Je crois que maintenant, on va aborder un sujet quelque peu sensible. Oui, sans transition. Donc après 3 plans sociaux, l'INPAC, spécialisé dans la fabrication de barquettes alimentaires, va fermer ses portes. Implantée à Tarascon, l'entreprise devrait être délocalisée en Espagne ou en Angleterre. Alain Bonnet a rencontré les salariés devant l'usine. L'INPAC, fermeture annoncée pour cette usine située en zone industrielle du Roubian à Tarascon, fabricante de barquettes d'emballage pour l'alimentaire. En grève depuis le 17 octobre dernier, les salariés, après avoir occupé les lieux, ont reçu de la part de la direction un certain nombre de propositions qui, malgré le licenciement de 127 salariés, permettra de parer au plus pressé. C'était un protocole, un préaccord qui était soumis à la condition que les machines fonctionnent. Bon, ça, ils sont venus vérifier hier, apparemment il n'y avait pas de souci. Et à l'avis du comité d'entreprise. Les raisons essentielles de la cessation d'activité de l'usine l'INPAC de Tarascon porteraient sur le fait que ce secteur est de moins en moins porteur en France, au dire de la direction. Elle prétexte que l'activité en France n'est plus rentable. Donc elle va délocaliser la production dans les autres usines du groupe en Europe, notamment en Espagne, en Angleterre. Fin décembre, la direction de l'INPAC a établi conjointement avec le CE un certain nombre de propositions qui portent sur les points suivants. On propose pour ceux qui n'ont pas retrouvé de travail des primes par rapport à la situation de famille, à l'âge, à l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi que 7 mois de salaire. Et pour ceux qui retravaillent, les mêmes indemnités, mais à la place des 7 mois de salaire, une prime de 9 000 €. Et ils ont aussi accepté, vu que les gens sortent de 2 mois et demi de grève, ils sont dans une situation économique un peu difficile, donc il a dit que le solde de tout compte sera versé à la fin du congé de reclassement, mais il a accepté que les gens puissent débloquer 3 000 € en janvier, parce qu'il faut renflouer les finances, et voilà, tout le monde a des crédits, des impôts à payer. Cette usine, qui a vu le jour en 1988, n'en est pas cependant à son premier plan social, avec des signes avant-coureurs déjà en 2004. Au début, c'était une trentaine, et on a grossi jusqu'à 250, et là c'est le 3e plan social. Il y en a eu en 2004, il y a eu 52 licenciements, un en 2007, il y a eu 30 licenciements, et puis là aujourd'hui c'est la fermeture complète. Aujourd'hui, une réunion du comité d'entreprise aura permis de finaliser les différentes mesures proposées et décidées entre les deux parties. L'usine va être démantelée au profit de notre site. Ce plan social, au dire de la CGT, va coûter quelques 9 millions d'euros aux propriétaires de l'INPAC. Vous le savez, l'ACEDIC et la NPE ont fusionné, ça forme le Pôle emploi. Oui, Pôle emploi, c'est le nom donc de l'organisme issu de la fusion ANPE, UNEDIC, ACEDIC. L'objectif étant de concentrer dans un même lieu toutes les aides pour trouver un emploi. Les agents de leur côté s'inquiètent, eux, de leur nouveau statut. Nicolas Pinchino s'est rendu au Pôle emploi Nîmes-Garrigues. En ce début d'année 2009, de grands changements interviennent donc pour les demandeurs d'emploi. Comme annoncé depuis le 1er janvier, la NPE et les ACEDIC sont réunis sous une seule entité, le Pôle emploi. Des changements qui ne se passent pas sans mal. Hier, un mouvement de grève était lancé à l'appel de 5 syndicats. Mais pour les responsables, ANPE notamment, cela devrait découler sur une simplification de la recherche d'emploi. Tous les demandeurs d'emploi vont avoir même un entretien, les 2 entretiens simultanés dans la même journée sur le même lieu. C'est-à-dire dans chaque pôle emploi, un demandeur d'emploi, il ira le même jour, il aura son inscription administrative et son entretien de conseil vers l'emploi. Un regroupement qui concerne également les entreprises qui souhaitaient recruter. Demain, il y aura une offre de service, ils vont s'adresser à Pôle emploi qui va gérer avec eux à la fois leurs problématiques de recouvrement de cotisation et toutes leurs problématiques de recrutement et de formation. Du côté des employés ANPE, l'inquiétude monte puisque si le Pôle emploi est déjà en ordre de marche, leur statut n'a toujours pas été redéfini. Aujourd'hui, la définition juridique de l'établissement, nous ne la connaissons pas réellement. On a parlé de Pôle emploi et on a ouvert Pôle emploi avant même que les agents aient reçu une formation complémentaire suffisante leur permettant de rendre le double service qui va être demandé désormais, qui est l'information des demandeurs d'emploi sur la partie allocation et le conseil à l'emploi. Si les agents s'inquiètent de leur statut, ils tirent également
également la sonnette d'alarme. Pour des objectifs de rendement, ils devront pousser les chercheurs d'emploi vers une activité parfois sous la menace de retrait des droits. Et on est aussi des êtres humains et pour nous, devoir penser que sanctionner quelqu'un, ça va vider son frigo et l'empêcher de manger pendant plusieurs mois, dans la situation actuelle, ça nous paraît pas être la bonne solution. Les négociations entre l'État et les syndicats se poursuivent. Si ces derniers n'obtiennent pas gain de cause, une grève est déjà prévue pour ce jeudi 8 janvier. Alors Frédéric, je sais que votre garde-robe est déjà pleine, mais je pense que vous allez faire les soldes quand même, non? Oui, c'est vrai que cette année, j'ai décidé de casser ma tirelire. Je vais essayer de demander aussi de finir un petit peu plus tôt pour bénéficier des bonnes affaires, parce que si tout le monde passe avant moi, j'aurais pas... Deux chemises comme la vôtre pour le prix d'une, c'est bien, non? Oui, mais j'aime bien fouiner, je suis un véritable fouineur. Alors aujourd'hui, justement, c'était les derniers repérages pour les futurs clients pour les soldes qui débutent demain et se poursuivront jusqu'au 11 février. C'est Yvonique Ségouin qui est allée sur place en ville. J-1 avant le début des soldes. Les clients sont en repérage afin de dénicher la bonne affaire. Mais sont-ils nombreux malgré la crise et le froid? Depuis ces derniers jours, oui, il y a pas mal de repérages, effectivement. Les gens connaissent les dates des soldes, donc ils viennent faire un petit tour pour voir ce qui leur plaît, voilà, et puis venir, je pense, demain à la première heure. C'est vrai que sur la journée déjà de samedi, de lundi et aujourd'hui, c'est que du repérage parce qu'ils viennent, ils essayent et ils nous disent qu'ils repasseront demain, en sachant en plus de ça que bon, ils le savent déjà à l'avance, que c'est des grosses remises. Je cherche un peu les pulls, les jupes, les robes, enfin tout ce qu'on pourra mettre pour finir l'hiver. Les clients effectuent donc le repérage, mais certains n'attendent pas demain pour faire leur achat. Venu en repérage déjà d'abord et puis s'il y a de beaux trucs, acheter. J'ai déjà acheté parce que j'ai repéré des vêtements qui ne seront pas soldés. Ce sont des vêtements classiques, comment vous les appelez, des essentiels, des basiques. Des basiques, voilà, tout à fait. Il y a quand même du monde qui achète notamment tout ce qu'on appelle un petit peu nos petits basiques, des essentiels, voilà. Et puis pour se parer aussi pour l'hiver, les manteaux, les écharpes. On regarde d'abord et s'il y a quelque chose qui nous plaît, on le prend de suite, mais on ne va pas attendre les soldes. Oui, parce que généralement... Il n'y a plus la taille. Il n'y a plus la taille après les soldes, enfin pendant les soldes. Cette année, les soldes durent 5 semaines au lieu de 6. Cela semble convenir aux commerçants. Seules les dates de celles-ci sont remises en cause. Je pense que c'est pas plus mal, parce qu'il vaut mieux que ce soit à la limite plus court et plus concentré. Pour nous, ce serait que les soldes soient effectivement, au lieu qu'il y ait 2 démarques, faire carrément la grosse démarque à la mi-février, à la fin de la saison, parce que là l'hiver démarre, il fait froid maintenant, donc solder des produits qui sont de saison, c'est pas du bon travail en fait. Ce soir, chaque commerçant prépare ses étiquettes. Seront-ils prêts à temps pour l'ouverture? On s'est préparé aux soldes physiquement et moralement. Après les soldes, quoi de neuf en 2009, Marlène? Plein de nouveautés, Frédéric, et notamment une date à retenir, le 15 avril 2009. C'est là qu'entrera en vigueur la nouvelle plaque d'immatriculation française. Elle doit répondre à 3 principaux objectifs: simplifier les démarches administratives des automobilistes, alléger les tâches de l'administration et améliorer l'efficacité des contrôles. Olivier Michel nous la présente. En France, à compter du 15 avril prochain, voici à quoi ressemblera la plaque d'immatriculation des voitures neuves. Selon un modèle italien, en vigueur depuis 1994, elle comportera 7 symboles ainsi qu'un identifiant territorial, finalement rendu obligatoire par Michel Alliot-Marie. Le projet prévoyait que cet identifiant local soit facultatif. L'usager pouvait l'inscrire ou non sur le côté de la plaque, et c'est vrai que certaines personnes se sont élevées contre le caractère facultatif de cette inscription, et c'est pour cela que donc la ministre a confirmé que cette inscription, qui reste toujours du département de son choix, serait obligatoire. Voilà, donc on doit choisir un département, mais le département reste au choix. Un Nîmois d'origine corse pourra ainsi fièrement arborer son emblème ou le logo de sa région, tout comme les Basques, Bretons ou Ch'tis, ce qui n'ira pas sans poser de problème pour les vendeurs de plaques.
Là, le gros souci, c'est d'avoir à peu près les 98 départements en stock, ce qui me semble à l'heure actuelle impossible. Et outre le prix du jeu de plaques, qui pourrait passer de 19 € à 25, d'autres inconvénients surgissent. Une question de sécurité, c'est quand vous êtes dans un carrefour, tout simplement, vous voyez quelqu'un qui est matriculé hors 30, vous pouvez vous dire attention, voilà, cette personne est susceptible au dernier moment de faire un geste brusque pour changer de direction. Quand vous allez en Alsace, par exemple, vous vous promenez, vous voyez un 30, vous faites un petit signe comme quoi vous êtes du 30 aussi. C'est sympathique, puis aussi dans la voiture, c'est un petit jeu pour les enfants. Quant aux principaux concernés, les conducteurs nîmois, ils semblent bel et bien attachés à leur 30. Non, je garde mon département. Il n'y a pas de raison de changer de département. Je suis du 30 et je vois pas pourquoi je prendrais une autre région. Non, je suis pas de Corse, pourquoi je mettrais la Corse? Une autre région, je vois pas trop l'intérêt en fait. J'en pense qu'on arrivera à se repérer avant et qu'avec ces plaques, on va être un peu perdu en fait. On va être un peu perdu. La nouvelle plaque d'immatriculation sera attribuée à vie à un véhicule qui la conservera jusqu'à sa destruction. De quoi provoquer des rapprochements. Conducteurs nîmois et montpelliérains rouleront donc sous la même bannière. Autorisation d'opérer en neurochirurgie pour le CHU Caremo et la clinique des franciscaines. Plusieurs étapes sont prévues dans le cadre de ce regroupement. Détail avec Alain Bonnet. Après bien des remous, la clinique des franciscaines et le CHU Caremo, en groupement de coopération sanitaire, se sont vus attribuer l'autorisation définitive d'opérer en neurochirurgie par l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon. Un projet de 1995 qui voit enfin le jour aux franciscaines, référentes en la matière, ouvrant ainsi de larges perspectives. Le groupement de coopération sanitaire, c'est un nouvel outil juridique qui permet la coopération entre les établissements. L'établissement public, établissement privé. En l'espèce, ici, c'est une coopération entre le CHU de Nîmes et l'hôpital privé des franciscaines. Dans le cadre de ce groupement de coopération sanitaire, nous avons prévu plusieurs étapes pour déployer, je dirais, cette autorisation de neurochirurgie. Si dans un premier temps les opérations se font aux franciscaines, pourvues d'un plateau technique performant et d'une équipe compétente, elle sera déplacée dans quelques années dans un site commun sur Caremo pour des raisons pratiques et techniques. Dans un souci d'efficacité, en particulier concernant l'accueil des urgences, puisque les patients qui relèvent de traumatismes crâniens, par exemple, sont souvent des patients qui peuvent être transportés par hélicoptère. Et donc nous avions besoin d'un site qui puisse réceptionner des hélicoptères, ce qui n'est pas le cas évidemment des franciscaines, compte tenu des contraintes normatives maintenant qui s'imposent à ces sites. Durant cette période, chaque pôle hospitalier jouera en parfaite complémentarité son rôle et sa partition dans ce domaine. D'autre part, un système de télétransmission a été mis en place. Mais au fait, qu'est-ce que la télétransmission ? Lorsque le patient arrive au CHU, il passe tout de suite un certain nombre d'examens. Un des examens de référence, c'est le scanner cérébral. Eh bien, les images de ce scanner, dès l'examen terminé, sont transmises en temps réel aux neurochirurgiens. Grâce à leur téléphone portable, ils reçoivent un SMS qui les alerte que des images sont à consulter sur leur portable. Ils se connectent à ce moment-là sur le réseau, Internet, sécurisé bien entendu, puisque tout est crypté, et ils peuvent consulter n'importe où dans la rue les images et poser un diagnostic. Grâce à la coopération et aux acteurs compétents, la ville de Nîmes deviendra, au même titre que Marseille et Montpellier, référente en matière d'opérations neurochirurgicales, permettant de sauver encore plus de patients dans les mois et les années à venir. Après le carton du film de Danny Boone, Bienvenue chez les ch'tis sont partout. Carillon et Bellarada, qui signifie Blanche Marguerite, sont venus du Nord et se sont invités dans la ville de Marguerite, justement. Découverte en musique et en danse avec Yvonique Gregoin. Dans tous les esprits, le carillon évoque le Nord. Un carillon ambulant s'est retrouvé à Marguerite avec une autre tradition nordique, une géante. J'étais cet été à Perpignan, pour tout dire, avec le carillon ambulant, et je reçois un coup de fil d'une madame des Carpenteries qui me dit vouloir accueillir le carillon dans sa ville. Donc je fais mon petit topo, je lui explique comment ça se passe. Et je lui dis, écoutez, je vais vous envoyer une documentation, vous pouvez me dire de quelle ville vous m'appelez.
Elle me dit, je vous appelle de la ville de Marguerite. Alors, je lui ai parlé de la géante. Et elle me dit, oh, mais ça serait extraordinaire. Et moi, je vous promets, je vous propose, je demande à monsieur le maire s'il voudrait bien faire Bella Rada, citoyenne d'honneur de la ville de Marguerite. Et voilà comment les choses se sont enclenchées. Son nom, Bella Rada, signifie Blanche Marguerite. Il vient d'un chant et d'une danse très populaire en Serbie. Pour avoir vécu dans le Nord, la symbolique des géants, qui est une symbolique cultuelle quand même, carnavalesque, et cette symbolique du pays des Balkans, qui est attachée à l'artisanat, à la fabrication de costumes, eh bien, c'est un mariage tout à fait intéressant que les Margueritois, comme vous avez pu le constater, ont apprécié. Ce jour-là, c'était Bienvenue chez les Ch'tis à Marguerite. Voilà, et je vous rappelle la vigilance orange dans les départements limitrophes du Gard, le Vaucluse, la Haute-Provence, les Hautes-Alpes. Soyez donc vigilants et vous pouvez composer le 115, le SAMU social, donc pour venir en aide aux personnes sans abri. Frédéric, je voulais souhaiter aussi mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Télémiroir. J'ai pas eu l'occasion de le faire en début de journal, donc voilà, je vous souhaite meilleurs vœux. Merci. À vous aussi, Frédéric, d'ailleurs. Mais à vous aussi, Marlène. Que l'année 2009 soit bonne. Mais elle le saura, on va y travailler pour. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous tous. Dans quelques secondes, le carrousel, Croco Hebdo, c'est votre rendez-vous sportif à 21h, suivi du match Nîmes-Bastia, première victoire de Nîmes olympique au stade des Costières. Merci d'avoir choisi Télémiroir. Très bonne soirée à notre compagnie et à demain.